On poursuit notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates au poste de conseiller-conseillère à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on est dans le sud d'Iberville et de Saint-Athanas avec la candidate de l'équipe André Bouchard, Mme Marianne Lambert. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Première expérience en politique. Oui. Vous vous êtes annoncé quand même le printemps dernier, donc vous avez eu le temps de prendre le pouls de la population. Qu'est-ce que ça dit jusqu'ici, cette expérience de pourvoir un poste de conseiller-conseillère à la Ville? Bien, écoutez, moi, j'ai commencé au mois de mai à me promener. J'ai fait un premier tour tout le mois de mai pour aller porter de la publicité pour que les gens puissent mettre un visage sur mon nom. C'est sûr qu'on ne pouvait pas faire de porte-à-porte à ce moment-là, donc je ne cognais pas, je ne sonnais pas aux portes, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur. Il faisait très beau au mois de mai. Et beaucoup de gens sont en télétravail ou ne travaillent pas à cause de la COVID. Fait que ça m'a permis d'échanger avec les gens. Donc là, depuis quelques semaines, j'ai recommencé un deuxième tour pour vraiment faire le porte-à-porte. Et ça va très bien. Bon. Parlez-moi de vos motivations à faire de la politique municipale. Oui. Première des choses, avant de dire oui à Mme Bouchard, quand elle m'a approchée, j'ai pris le temps de regarder. J'étais en assurance chômage cet hiver, donc j'avais du temps. Et j'ai pris le temps de regarder l'entièreté des séances du conseil depuis le mois de novembre où M. le maire a été élu, M. Alain Laplante. Et je les ai regardés dans leur entièreté du début à la fin. Aïe, 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 c'est des heures de plaisir, ça. Oui, effectivement. Et puis, c'est ce que j'ai fait pour vraiment comprendre la dynamique. Là. La dynamique et tout ce qui peut être soumis en séance du conseil, la façon que ça fonctionne. La mécanique, exactement. Okay. Pour puis là, vraiment... ça vous a plu assez pour vous présenter? Ça m'a plu, mais ça m'a déplu aussi quand j'ai vu là, certains dérapages. Et là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je m'implique. Est-ce que je vais être élue? Ça, je ne le sais pas, mais je peux vous dire que je travaille fort et que j'échange avec les gens. Et quand ils ont des questions, j'essaie de leur répondre le mieux possible ou d'aller chercher les réponses si je ne suis pas au courant. Ça, pour moi, c'est bien important. Bon, parlez-nous un peu de votre profil professionnel. Vous dites, bon, l'hiver dernier, vous étiez au chômage. Vous travaillez dans quel domaine? Vous venez de quel milieu? Moi, j'ai commencé quand j'étais dans le début vingtaine. J'étais agente d'intervention en centre jeunesse pour une agence de sécurité. Donc, on travaillait conjointement avec les jeunes qui étaient sur la loi de la protection de la jeunesse ou des jeunes contrevenants. On les accompagnait au tribunal, en transport, dans des rendez-vous. J'ai fait aussi de la surveillance sur des unités en centre jeunesse. Par la suite, j'ai fait une quinzaine d'années en CLSC comme auxiliaire familial et social. Au CLSC, ici, Vallée-des-Forts, à Saint-Jean. Et j'ai fait tout ça 6 mois au CLSC du Richelieu, quand les fusions sont arrivées. Mes dernières années en CLSC, je les ai fait en soins palliatifs à domicile. Donc, pour moi, le contact au niveau des familles, j'ai quand même une aisance parce que j'ai toujours travaillé directement dans les milieux familiaux dans les dernières années. Fait que pour moi, ça, le contact, il est facile. J'ai quand même cette facilité-là de communiquer avec les familles et de tous les milieux de vie. Et là, qu'est-ce qui fait que vous étiez au chômage et que vous ne l'êtes plus aujourd'hui? Alors, suite à un accident que j'ai eu il y a plusieurs années, mon métier d'auxiliaire familial étant très physique, je ne pouvais plus l'exercer. Donc, j'ai dû laisser mon emploi en CLSC et j'ai été engagée à contrat avec le Cégep de Saint-Jean pour accompagner les élèves handicapés qui ont besoin d'assistance dans leur cours. Donc, c'est un emploi qui est contractuel. Et depuis 2 étés, je me suis... j'ai fait en sorte... Bon, la pandémie est arrivée. Au Cégep, on nous a renvoyés chez nous parce qu'on ne pouvait plus travailler. Donc, j'ai eu de l'assurance chômage. Et là, je me suis dit, oh, la pandémie perdure, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis trouvé un emploi de façon saisonnière, permanente, pendant la période estivale. Je n'ai pas encore terminé. Je travaille de soir-nuit dans une carrière à Carignan. Je suis commis de balance pour les camionneurs. OK. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez du sud d'Iberville, du district numéro 2? Oui. Bon, en me promenant sur le terrain, puis comme je vous dis, en ayant fait plusieurs années en soins à domicile, j'ai entendu toutes sortes de choses en échangeant avec les familles. Bon, la constatation première, donc, je me promène, j'échange avec les gens. C'est sûr qu'il y a toujours la problématique des fameuses pompes qui sont placées là souvent quelques mois par année pour éviter que les gens aient des débordements dans leur sous-sol. Là, ce que je constate en jasant avec les gens, la problématique, elle n'est pas réglée. On met ces pompes-là parce qu'elles sont nécessaires, mais comment se fait-il qu'elles sont nécessaires de façon permanente et récurrente à chaque année? Il y a des gens qui ne sont même plus assurables pour des dégâts qui seraient causés à cause des débordements. Puis ça, moi, je me dis, c'est pas normal que ces personnes-là aient encore des problématiques avec ça puis qu'on ne règle pas le problème.
Vous savez, j'entendais mon adversaire, M. Bessette, encore dernièrement, quand il est venu vous voir à son entrevue, dire « Le problème vient de Sabrevois parce qu'il est branché Bien, avec... » c'est ce qu'il dit depuis plusieurs Bon. années. Ouais. Si c'est le cas, comment se fait-il qu'on ne travaille pas avec les gens qui travaillent à la ville, qui travaillent aux infrastructures, et qu'on n'essaie pas de trouver si c'est ça le problème? Bien, pourquoi à ce moment-là qu'on accepte ça? Je ne vous dis pas que c'est ça le problème, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas des démarches de fait pour trouver vraiment il est où le problème. Parce que ce que je constate en jasant avec les gens, ils ont leur assurance leur dit qu'ils sont en norme. Et là, on leur dit, bien, puis ça paye des doubles, des triples en assurance parce que le problème est récurrent puis il peut revenir à chaque année. Fait que moi, ça, je me dis, c'est pas normal qu'au moins, on n'ait pas fait les démarches pour comprendre d'où il vient le problème puis essayer au moins de le régler de façon permanente. Quels sont pour vous les autres enjeux et ou engagements que vous avez à l'égard du district numéro 2, mis à part la problématique de la rue Belle-Rive, là, dont on parle avec les infras et les refoulements printaniers, mais ailleurs dans le district, pour vous, c'est quoi les autres enjeux? Il y en a plusieurs. Il y a au niveau des zones scolaires, toute la sécurité routière. Souvent, les gens vont me dire ça roule vite, c'est pas assez visible. Admettons, je vous donne un exemple. Dans le parc La Rivière, qui se trouve à se prendre par la 1er avenue puis qui contourne la rue Yvon, bon, bien, écoutez, ça roule plus qu'à 30. Puis c'est vrai, j'ai constaté que la pancarte n'est pas très visible. C'est sûr qu'on voit qu'il y a un parc, mais je me dis comment ça se fait qu'il n'y a pas des bollards d'installer, comment ça se fait qu'il n'y a pas des pancartes plus visibles. Bon, les traverses piétonnes, c'est encore une problématique sur le boulevard d'Iberville. Vous savez, dans mon équipe de bénévoles, j'ai quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui m'aide à faire le porte-à-porte, tout ça. Puis là, quand il vient me rejoindre dans Iberville, bien, c'est moi qui lui fais traverser le boulevard d'Iberville parce que j'ai toujours peur de me faire frapper. C'est ça. Bon. Croyez-vous qu'on doive déménager le parc à chiens qui est à côté de l'usine de filtration des eaux? Là, de ce que j'ai pu comprendre, ça a créé certains mécontentements chez les citoyens. Est-ce que vous pensez qu'on doit le bouger? Est-ce que vous vous engagez à le déménager? Bien, ce que j'ai compris, c'est que ce fut une erreur là, de M. Bessette. Ça, je l'ai compris. Je dois vous avouer qu'il n'y a personne qui m'en a parlé de cet enjeu-là. J'ai fait un premier tour au mois de mai. J'ai eu personne qui m'a parlé de cette problématique-là. Là, c'est sûr que je suis à faire la rue Belle-Rive, là, puis des gens qui habitent autour. Alors, j'imagine qu'en faisant mon porte-à-porte, les gens vont m'en glisser un mot. Mais c'est sûr que si c'est problématique, alors c'est sûr que oui, il va falloir faire quelque chose puis essayer de le déménager. Je connais pas là, la façon que ça peut se faire. Je connais pas si c'est réaliste de faire ça dans le parc industriel. Là. Ça, je peux pas vous répondre. Mais c'est sûr que s'il y a possibilité, bien, c'est sûr qu'il va falloir le faire. Bon. Quels sont les engagements de l'équipe Bouchard à l'égard du pavillon Mille-Roches? Parce que ça aussi, on parle beaucoup des infrastructures, des pavillons, la palestre. Bon, l'aréna Marcel Larocque s'est doublé au fil du temps, mais qu'arrive-t-il du pavillon Mille-Roches? Quels sont vos engagements là-dessus? Bon. C'est sûr qu'il faut y voir, puis il faut continuer de travailler là, de pair avec tous les gens là, qui se servent aussi du pavillon Mille-Roches. Puis je sais que c'est ça, il y a toujours... les places sont limitées, que ce soit pour les activités, les places à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'il faut y voir. Bon, c'est sûr qu'on parle d'infrastructures de loisirs, que ce soit les infrastructures sportives. C'est vrai qu'elles sont importantes, là, ça, je ne nie pas ça. Mais c'est sûr que quand je vois des problématiques via ceux qui sont pris avec des débordements dans leur sous-sol, là, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut régler le bien-être des gens avant? Je vous dis pas que c'est pas important, là. Mais c'est sûr qu'il faut y voir. Mais je pense qu'il faut y aller aussi par priorité. Mais effectivement, c'est une priorité quand on parle là, d'accès aux gens qui veulent avoir un service des loisirs, prendre des cours, que ce soit pour la FADOC aussi, qui manque de place. Fait que c'est sûr qu'il faut s'asseoir puis travailler puis revoir aussi les priorités. Bon, parlons d'un enjeu qui est peut-être plus élargi parce qu'il touche à la fois les districts 1, 2 et 3. Les fameux sens uniques à Iberville. Bon, Justin Bessette, votre adversaire, était un des premiers à dire, à dénoncer le fait que ça ne marche pas. Par contre, Mme Dufresne dit que ça marche bien. Quand on parle aux gens du nord d'Iberville, ça dépend à qui on parle. Vous en pensez quoi? Est-ce que l'arrivée des sens uniques du côté d'Iberville crée des ennuis? Moi, personnellement, non. Puis, en étant en train de faire mon deuxième tour pour le porte-à-porte, je dois vous avouer qu'il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « c'est un problème ». Donc, je ne vous dis pas que ça n'arrivera pas, là.
C'est sûr que là, la problématique, avec les rénovations qu'on a ici dans le Vieux-Saint-Jean, je pense que c'est plus quand on descend du côté de Saint-Jean qui est une problématique. Mais moi, j'ai personne qui m'a parlé de cette problématique-là. Donc, je serais bien embêtée. Je veux dire, je peux pas vous mentir en vous disant, oui, c'est un problème. Il n'y a personne qui m'en a parlé. OK, donc, pour vous, le problème est plus pour les gens d'Iberville qui arrivent à Saint-Jean à Je cause pense des que travaux oui, en ce oui. moment-là. Mais là, Bon. c'est sûr qu'il y a des travaux. Mais il y a quand même des pas pires congestions aussi, là. Oui, ça, je vous l'accorde. Ça, pas, c'est vrai. Des fois, ça peut nous prendre une demi-heure pour traverser le pont d'Iberville à Saint-Jean. La semaine dernière, on avait des enregistrements avec des gens qui habitent à Iberville. Ils sont tous arrivés en retard. Oui. Tous arrivés en retard. Sauf un qui est arrivé à vélo. Ça vous donne une petite idée. Oui. Bon, pourquoi avez-vous choisi, oui, on l'a dit tantôt, de vous présenter en politique, mais pourquoi le faites-vous avec l'équipe de Mme Bouchard? Bon. Première des choses, Mme Bouchard, pour moi, c'est bien important. Elle veut travailler en équipe. Pour moi, ça, c'est très important. Deuxième des choses, Mme Bouchard prend le temps de prendre ses informations avant de se positionner sur quelque chose pour être en mesure de bien répondre. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. Quelqu'un qui va prendre l'information, qui va prendre le temps d'aller chercher tout ce qu'il faut pour être en mesure de répondre à la population. Ça, pour moi, c'est très important. Tu sais, parce que des fois, c'est bien beau faire des promesses, dire des choses comme ça, mais si c'est pas réalisable parce qu'on n'a pas vérifié tout ce qui était étendu au niveau de cet enjeu-là, je me dis... Puis moi, c'est ce que je dis aux gens. Écoutez, je ne suis pas là pour vous faire des promesses, mais je vous promets une chose, par exemple. C'est que les suivis vont être faits quand vous me faites des demandes parce que, pour moi, un poste de conseiller, le conseiller est là pour faire le pont entre les employés de la ville et les citoyens qui ont des demandes. Puis Mme Bouchard, elle aussi, elle a cette vision-là des choses. Fait que pour moi, c'est bien important. Mme Lambert, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci.